Quels sont les musées où vous intervenez principalement ? En ce moment, j'interviens au musée d'Orsay, déjà depuis près de 25 ans, au musée du Luxembourg et au Grand Palais pour les expositions du Grand Palais. Mais comme ça fait déjà 25 ans que je travaille pour cet établissement public, j'ai avant travaillé dans d'autres musées comme le musée du Louvre, le château de Versailles, le château de Fontainebleau, le musée national du Moyen-Âge, le musée Gustave Moreau, entre autres. Lorsqu'Enrique Valrhona quitte Cuba pour s'installer en France, il est conservateur des collections de peinture française au Musée des Beaux-Arts de La Havane. Contraint de compléter ses études, il gravit patiemment les échelons du monde muséal et obtient un diplôme d'études approfondies, DEA en histoire de l'art. Par la suite, il débute comme chargé de cours à la faculté de Strasbourg et en même temps documentaliste, puis chargé de conservation au musée de la ville de la collection de jouets du musée Tommy Ungerer. Après 7 années passées en Alsace, il fait le pari audacieux de s'installer à Paris. Tout au long de ce parcours, Enrique Valrhona reste fidèle à son univers de prédilection, celui de l'art, sa véritable patrie. Voici son récit autour de la visite commentée de l'exposition Niki de Saint-Phal, Jean Tinguely, Pontus Sulten, au Grand Palais à Paris. J'ai lisé Alexandre Dumas, Jules Verne quand j'étais enfant. Et il y a un musée Napoléon à La Havane, qui était une ancienne collection privée, qui a été nationalisée par le gouvernement communiste. Et on a créé ce musée. Et mon grand-père m'a amené les samedis. Il y avait des ateliers pour les enfants. Et chaque semaine, on vous expliquait une œuvre. Et après, il fallait dessiner ou faire une création autour de cette œuvre qu'on connaissait. Et donc on m'amenait toutes les semaines et j'avais dit depuis que j'avais 4-5 ans, quand je serai grand, je vais travailler dans ce musée. Et personne n'a pris en sérieux cela, mais je suis arrivé à travailler dans ce musée une fois que j'ai fait mes études. Je m'appelle Enrique Valrhona, j'ai 62 ans et je suis conférencier des musées nationaux. C'est mon intitulé. Donc en fait, je suis médiateur culturel. Je fais des visites guidées dans des musées nationaux et au Grand Palais, qui est vraiment le siège de l'établissement public pour lequel je travaille. Je suis cubain, je suis né à Cuba. À La Havane, j'ai passé mon enfance à la Havane et c'était une enfance heureuse parce que quand même quand on est enfant on passe autour de beaucoup de choses qu'on ne voit pas, mais bon c'était quand même par moments difficile parce que il fallait suivre des règles, des normes qui pour moi étaient difficiles à suivre, mais bon, malgré ça, j'ai survécu. J'ai fait des études en histoire de l'art et en même temps, je me suis inscrit dans une école du patrimoine qui était nouvelle à l'époque et j'ai commencé à travailler dans les musées. Et ensuite, elle tirait avec une carabine, et bien sûr la peinture dégoulinée. Mais ça, c'est un petit clin d'œil à l'abstraction lyrique américaine, des artistes comme Jackson Pollock, par exemple, sauf qu'elle arrive à ces mêmes résultats par cette action violente du tir. Elle mettait des œufs, des tomates. Et il fallait que ça soit blanc immaculé. Et ça a été très médiatique à l'époque, parce qu'elle était quand même une jolie fille, frêle, délicate, qui se mettait en scène dans une attitude plutôt virile, associée à la jante masculine. Et en fait, c'était pour elle aussi une manière d'agir contre la société patriarcale, n'est-ce pas? À une époque où les femmes n'avaient même pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans la permission de leur mari ou de leur père. Comme tous les Cubains encore aujourd'hui, mon rêve était de quitter ces pays totalitaires, de vivre en liberté. Et donc, je suis arrivé à Strasbourg, conseillé par les amis grâce auxquels je
suis venu en France parce qu'ils m'ont expliqué que c'était mieux de commencer par une ville plus petite que Paris et au niveau des démarches. Et ils avaient raison. J'ai pu faire toutes mes démarches et comme je ne connaissais personne dans cette ville, et c'est une ville universitaire, un jour, par ma propre initiative, je suis allé à l'Institut d'Histoire de l'Art, au secrétariat, et j'ai demandé à une secrétaire si c'était possible d'avoir des acquis universitaires ou une validation de mes acquis universitaires. Et elle a sorti un dossier d'un tiroir. Elle m'a dit remplissez ce dossier, vous l'envoyez par la poste, ne venez pas ici le déposer et on va vous répondre. Et donc, quand j'ai vu ces dossiers, j'étais catastrophé parce que je devais présenter mon diplôme avec une traduction officielle, ma certification des notes, et je n'avais rien du tout. Tous ces documents étaient restés à Cuba, et également grâce à des relations que j'avais à l'ambassade de France à La Havane, j'ai pu me faire envoyer tous ces documents, les faire traduire par un traducteur certifié, et on m'a donné une licence qui était peu par rapport à mon diplôme, mais au moins pour moi c'était important d'avoir une licence et je me suis inscrit en maîtrise à l'université de Strasbourg et j'ai fait des petits boulots, j'ai même fait de la plonge dans un restaurant, j'ai fait des cours d'espagnol, j'ai travaillé pour une association d'aide aux étrangers et un jour mon directeur de recherche à la fac m'a dit lors d'un entretien: Monsieur, il y a un petit poste d'aide documentaliste qu'on cherche au musée des Beaux-Arts de Strasbourg. J'ai pensé à vous parce que vous avez une expérience avec la peinture française. Ils ont besoin d'un étudiant en 3e cycle avec expérience en peinture. Est-ce que ça vous intéresse? Et je lui dis mais bien sûr que ça m'intéresse. Et tout de suite après cet entretien avec mon professeur, je suis allé au musée des Beaux-Arts et j'ai été pris pour ce poste. Et après, j'ai pu obtenir des postes un peu plus importants au musée de Strasbourg. Bon, j'ai fini ma maîtrise, après j'ai fait mon DEA. Et j'ai commencé même un doctorat que je n'ai jamais fini. Comment est-ce qu'on part de Cuba? À l'époque du bicentenaire de la Révolution française, j'avais organisé une exposition au musée Napoléon dont j'étais l'un des commissaires. J'étais co-commissaire de cette exposition et à la suite de cette exposition qui m'a permis d'avoir des relations avec l'ambassade de France à Cuba, on m'avait donné une bourse pour venir en France et c'est le gouvernement cubain qui ne m'a pas laissé voyager parce qu'il connaissait très bien que j'étais censé être publiquement un opposant. Il voyait bien que je n'avais pas un profil en accord avec cette idéologie officielle et donc ils n'ont pas permis que je fasse ce voyage. Mais à cette époque-là, on a commencé à ouvrir un tout petit peu les pays et c'était possible de voyager si on était invité par un étranger. Et il fallait aussi faire des démarches auprès de l'ambassade de la personne qui vous invitait pour obtenir toutes les garanties que ces Cubains qui étaient invités retournent à Cuba. Et donc, grâce à des démarches qui ont été très lourdes et qui ont fait des amis que j'avais en France, j'ai pu faire le voyage finalement. J'étais parti avec une petite valise pour 20 jours parce qu'on m'a donné un visa, une permission de 20 jours seulement. Et en arrivant, j'ai demandé l'asile politique. Elle va déclarer plus tard dans un livre qui s'appelle Mon secret en 1994 qu'elle avait été violée par son père à l'âge de 11 ans. Et donc elle a eu une adolescence très douloureuse. Après, elle a même fait des dépressions qui l'ont conduit dans une clinique psychiatrique où elle a été traitée par des électrochocs. Et ça, c'était comme un exutoire pour elle, tu vois, vraiment ressortir toutes ces expériences. Ça, c'est l'œuvre qui est à côté. C'était une très belle aventure de quitter Strasbourg pour aller vivre à Paris.
Oui, c'était une aventure risquée, mais bon, j'avais envie d'abord de venir à Paris, donc j'ai fait ce diplôme d'État qui durait 1 an à l'université Paris 10, Nanterre, pour devenir guide-interprète national, ça s'appelait comme ça. Donc il fallait toujours 2 langues étrangères et j'avais choisi l'anglais et l'espagnol. Et j'ai commencé à travailler pour des agences privées en tant que guide de tourisme à Paris, surtout pour des groupes d'Espagnols ou des hispanophones, des visiteurs de l'Amérique latine, beaucoup d'Espagnols. Et c'est lorsque j'étais en train de faire ce travail que j'ai décidé de passer un concours qui était convoqué par le ministère de la Culture pour devenir conférencier des musées nationaux. J'ai eu le concours. Bravo. Oui, et donc j'ai voulu un contrat à 100%, travailler à 100% et je l'ai obtenu assez rapidement. Alors, comment ça se passe ? En fait, on doit travailler pour différents musées qui sont des musées partenaires de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux. Et donc, en général, le choix de ces musées s'est fait par rapport au cursus de chaque conférencier, à ses préférences. Donc, on est envoyé dans ces différents musées. Comme je vous le disais, j'ai déjà passé par plusieurs musées. Très souvent, loin de mes spécialités universitaires qui étaient surtout le 19e siècle. Mais bon, j'aime justement changer. Je m'intéresse à des sujets très variés, donc j'ai toujours accepté. Et maintenant, je suis par exemple au Grand Palais, qui est un lieu où l'on peut passer d'une exposition d'art contemporain à des sujets plus historiques, plus anciens. On peut tout présenter dans les expositions du Grand Palais. C'est ça ce qui m'intéresse. Combien de temps à l'avance on vous prévient avant une exposition ? Parce que vous n'avez pas dit que vous devez les préparer, les expositions. Ça dépend du sujet à préparer, mais bon, on travaille bien en amont. Par exemple, déjà, on nous a présenté les prochaines expositions du musée d'Orsay pour la saison printemps-été 2026. Comme ça, on peut avoir une idée de ces expositions pour décider si on va les présenter ou pas. C'est comme ça que ça se passe. On a toujours d'abord des réunions avec les commissaires de ces expositions qui nous présentent le projet. Et ensuite, après, le moment venu, on s'inscrit ou pas pour ces expositions. Et on a des jours de préparation. On est payé, donc il y a des jours qui sont consacrés à la préparation. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai 13 jours par an. Et c'est-à-dire 13 jours, vous êtes sur place, vous pouvez voir les œuvres, ou c'est 13 jours chez vous, ou à la bibliothèque ou... Les deux. On a des réunions qui sont en dehors des 13 jours. On a des réunions devant les œuvres, avant l'ouverture de l'exposition, une présentation par les commissaires, mais on a aussi ces jours qui sont très libres à chacun de les utiliser en visitant les bibliothèques ou en travaillant à la maison, chez soi. Et c'est de 1954. 1954, et on dirait presque le cadran d'une horloge. Et ça c'est intéressant parce que l'horlogerie, c'est vraiment l'une des images de marque de la Suisse. Et très vite, Tinguely va réaliser des machines qui sont vraiment à l'opposé de l'horlogerie suisse, parce que ce sont des machines complètement imparfaites, imprévisibles, réalisées avec des éléments de rebut qu'il trouvait dans les déchetteries, des roues de bicyclettes, des casseroles, comme cette grande machine de 1960 qui s'appelle Gizmo et qui se déplace. Tu vois, ce sont, comme disait Tinguely lui-même, des machines qui ne servent à rien et qui étaient pour lui une sorte de métaphore de nos sociétés industrialisées où tout est fabriqué par les machines, et surtout dans cette époque de l'après-guerre où l'on relançait la consommation et l'industrialisation. Voilà.
Mon public préféré, c'est difficile à répondre parce que on a beaucoup de catégories de public. Et par exemple, au début de ma carrière, je n'aimais pas du tout les enfants. Et maintenant, j'aime beaucoup les enfants et ça se passe très très bien. Ça dépend des jours, hein, parce que c'est comme ça dépend de cet état d'âme. Et il y a d'autres jours où je préfère le public individuel qui achète son billet, qui réserve par internet. Donc ce sont des personnes qui ne se connaissent pas entre eux, c'est pas un groupe, hein, ce sont des individuels qui viennent à une heure précise suivre la visite avec un conférencier. Et ça aussi, c'est un public qui est très agréable parce que ils sont très demandeurs et ça se passe toujours très bien. Ou des fois, on a des groupes d'adultes, des comités d'entreprise, des groupes qui réservent aussi pour visiter une exposition ou un musée avec un conférencier. Et ça aussi, j'aime bien le groupe d'adultes. Mais nous faisons aussi des interventions qu'on appelle hors les murs. Et on peut aller dans des hôpitaux, des prisons, des médiathèques, des bibliothèques. Et là également, c'est très intéressant. Ou également, ce qu'on appelle les champs sociaux. Ce sont des publics qui n'ont pas l'habitude de venir au musée, qui sont un peu éloignés de la culture. On sent qu'on sert à quelque chose parce qu'on voit ces yeux pétillants, on voit qu'ils s'intéressent énormément à ce qu'on leur explique et on voit très bien qu'on contribue à l'éducation de ces personnes. Ça, j'aime beaucoup ce genre de public. C'est quoi le plus important pour vous dans votre métier ? C'est la transmission. J'aime beaucoup la transmission. Et bien que je sois d'une nature timide, c'est très dur de parler devant une vingtaine de personnes. Malgré ça, j'arrive à communiquer les contenus d'une exposition ou différents aspects sur les collections d'un musée. Et ça, je pense que c'est une grande satisfaction de pouvoir contribuer à l'éducation en général du public et de pouvoir transmettre comme ça un message culturel. Oui, j'aime beaucoup ça. Et donc, c'est Nana qui évoque la maternité, qui font penser aussi aux Vénus préhistoriques, tu vois, la tête trop petite pour orienter notre regard vers le ventre, les seins, etc. Et ont été très médiatiques à l'époque, très connus. Et Ponte Sultan, lorsqu'il était le directeur du Moderna Musset, il a eu l'idée de commander une nana géante à l'intérieur de laquelle on pouvait rentrer. On pouvait rentrer par les vagins. C'était une sorte de musée dans le musée et c'est une œuvre qui n'existe plus aujourd'hui, toujours avec cette idée de l'œuvre d'art éphémère. Et donc ici dans l'exposition, il y a une section qui lui est consacrée et nous avons par exemple la maquette qui est conservée au Moderna Musset. Dans les belles rencontres, il y a cette visite que j'ai faite de l'exposition Niki de Sanfal Jean Tanguy Pontus Ulten qui se tient en ce moment au Grand Palais et c'était l'une des premières visites que j'ai faites et une section de cette exposition est consacrée à une œuvre qui était une grande nana gigantesque dessinée par Niki de Sanfal pour le Moderna Musset de Stockholm en Suède en 1966. Et c'était une sculpture gigantesque à l'intérieur de laquelle on pouvait rentrer par le vagin de cette femme enceinte couchée sur son dos en position d'accouchement avec les jambes écartées et donc on rentrait à l'intérieur par les vagins et à l'intérieur il y avait plusieurs œuvres et attractions de toutes sortes. Donc c'était une œuvre interactive, ludique. Et j'ai eu une dame qui est suédoise et elle m'a dit que quand elle était enfant, ses parents l'avaient amenée visiter cette nana qui s'appelait Hun, ça veut dire elle en suédois. Et donc c'était très émouvant parce que elle était très émue, cette dame, de raconter son expérience. Elle m'a dit que c'était une expérience inoubliable pour elle lorsqu'elle était enfant.
Et vous, quelle est l'œuvre inoubliable qui vous a marqué Dans cette exposition? Non, quand vous étiez enfant ou adulte? Ça aussi, c'est très difficile à répondre parce que lorsque le temps se passe, je change d'avis par rapport aux œuvres. Et des fois, je reviens à mes anciens amours aussi. Par exemple, Le déjeuner sur l'herbe d'Edouard Manet au Musée d'Orsay, c'est une œuvre que j'aimais beaucoup déjà avant de la connaître, lorsque j'étais à Cuba. Et après, je l'ai très souvent présentée parce qu'elle fait partie des grands chefs-d'œuvre du Musée d'Orsay, vraiment une œuvre capitale pour l'histoire de l'art du 19e siècle. Et je pense que ça restera toujours mon œuvre préférée. Mais des fois, quand je suis en train de présenter des expositions, j'ai des coups de cœur comme ça pour des œuvres sur le moment. Et donc ça peut être variable. Mais vraiment, si on me demande une œuvre, je choisis Le déjeuner sur l'herbe de Manet. Pourquoi ? Je pense que c'était cette portée que l'œuvre véhicule par rapport à l'évolution de la peinture dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est ça, c'est sorte de renouvellement du passé avec les nus. Et aussi du point de vue stylistique, c'est cette peinture tellement gestuelle que Manet commençait déjà à transmettre avec ce tableau. Aussi ces liens au niveau sociétal. Tout cela font de cette œuvre pour moi l'œuvre que je préfère. C'est aussi la gravité qu'il y a dedans, une légèreté et une gravité. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine gravité, une certaine légèreté aussi. Et aussi, c'est une œuvre à scandale, c'est une œuvre qui a été présentée au Salon des Refusés en 1863 à Paris et qui a fait un grand scandale. Je pense que tout cela a aussi contribué à ce caractère un peu légendaire qu'il y a ce tableau. Et regarde ici l'une des œuvres que Pontus Sulten a vues dans cette exposition de Tinguely. Elle s'appelle Meta Malevich, au-delà de Malevich. Parce qu'en fait, à cette époque, c'était en 1954, Tinguely aimait beaucoup l'abstraction et surtout le suprématisme russe. Et donc, il faisait de la peinture, mais il a dit plus tard dans des interviews qu'il avait l'impression qu'il y avait quelque chose toujours qui manquait à ses peintures. Et en réfléchissant, il se rend compte que ce qui manquait, c'était le mouvement. Et donc là, il y a à l'intérieur un mécanisme avec un moteur électrique et un système de poulies et d'engrenages qui fait tourner ces aiguilles que tu vois. Et c'est possible de me décrire, en fait, c'est du métal, de m'écrire ça. Ah oui. Ouais, ça c'est l'intérieur, la face arrière. Et en fait, c'est comme dans la peinture suprématiste, c'est un fond noir avec des éléments géométriques blancs, un blanc cassé, presque gris. Et ces éléments qui apparaissent en relief sur le fond blanc bougent. Donc il y a ce système intérieur qui est silencieux et électrique et ça bouge. Bon, évidemment, ces œuvres sont aujourd'hui très fragiles, on ne peut pas les faire fonctionner tout le temps, mais tous les 10 minutes, ça s'actionne pendant 1 minute, cette œuvre-là, qui est conservée aujourd'hui au Centre Pompidou. Et donc ça, c'est vraiment le début de la carrière de Tinguely, un artiste qui pensait que le mouvement était inhérent à l'œuvre d'art. Ça va être vraiment un aspect fondamental pour lui. Quels sont vos projets ? J'ai les projets toujours des futures expositions. Par exemple, pour l'année prochaine, je vais présenter une exposition sur Renoir, qui en réalité, ce sont 2 expositions. Une sur les dessins de Renoir. C'est un aspect peu connu de cet artiste, les dessins et les arts graphiques. Et une exposition qui va s'appeler Renoir et l'amour, qui se tiendra en même temps que toutes les 2 au Musée d'Orsay. Donc ça sera comme une unité autour de Renoir. Et bon, ça, c'est un beau projet. Et là, vous allez consacrer combien d'heures ? Vous comptez les heures consacrées pour préparer
Ça, je peux pas savoir, mais comme ça à l'avance, parce que c'est très variable, ça va dépendre. Mais Renoir, c'est déjà un artiste que je connais. C'est plus facile à travailler quand on connaît un artiste, quand on connaît une période. Ça prend moins de temps. Bon, on a aussi les catalogues de l'exposition bien en amont, avant qu'il soit édité en papier. On a déjà les PDF, on peut le lire. Et après, faire des lectures complémentaires. Moi, je suis toujours incapable de chiffrer en temps la préparation parce que je lis tous les jours avant de me coucher une lecture qui soit en rapport avec l'exposition que je vais préparer ou je vais dans des musées pendant mon temps libre voir des œuvres de cet artiste sur lesquelles je suis en train de travailler. Donc c'est comme ça, très, très variable. Et quel est votre rêve, l'exposition que vous rêveriez de faire ? Moi, j'aime beaucoup Picasso et j'ai déjà présenté plusieurs expositions Picasso, notamment ici au Grand Palais. Mais je pense que toujours j'aimerais à nouveau présenter des expositions, des œuvres rares de Picasso autour de sujets rares, par exemple la période bleue, la période rose, qui sont très difficiles à voir comme ça d'une manière approfondie. On avait déjà une exposition au musée d'Orsay que j'avais présentée, mais comme ça des thématiques autour de Picasso, par exemple, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment un artiste qui fait le pont entre le 19e et le 20e siècle. Et c'est l'un des grands génies de l'histoire de l'art, comme on le sait. Oui. Il y a aussi une tête d'élan, le cervidé, qui est une vraie tête d'animal. Tu vois les sacs au fond qui tournent. Hein? Oui. Et qui est une vraie tête d'élan, naturalisée. Il y a aussi l'eau, on va voir de l'autre côté, il y a une petite fontaine, parce que l'eau c'est un élément important dans son œuvre, que cette œuvre s'appelle l'enfer, déjà ça évoque l'enfer en petit debout, c'est le titre de l'œuvre, et c'est aussi un jeu de mots, enfer, et aussi les sombres. Ça, c'est les jeux d'ombre a été créé par Tinguely aussi, l'orientation de lumière. C'est vraiment une œuvre importante qui a été acquise par l'État à la suite de cette exposition. Et Tinguely, en remerciement d'avoir acheté cette œuvre, a donné à l'État français son autoportrait, qui est aussi au Centre Pompidou. Son autoportrait qui est animé. Oui, oui. Très souvent, les enfants voient des choses qu'on ne voit pas. J'ai une petite fille un jour au musée d'Orsay que après la visite, quand on rentrait à l'accueil, on était en train de revenir à l'accueil, m'a dit « Ah, je suis tellement ému que j'ai envie de pleurer ». Un petit enfant qui vous dit ça, ça veut dire qu'elle a été vraiment secouée par ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu aussi de la visite. Et donc c'est cette sensibilité comme ça pour une petite fille qui devait avoir 8 ans, c'était surprenant. Ben, c'est magnifique, c'est gagné. Voilà, c'est gagné. Ou également, quand je vais dans des hôpitaux, au chevet des malades, ce sont des personnes qui ont besoin de parler, de voir autre chose. Et je vais avec une tablette pour leur montrer des œuvres, faire des commentaires. Et évidemment, ce sont des conversations au chevet qui sont très courtes, d'une dizaine de minutes, 15 minutes maximum, mais c'est déjà beaucoup. Et on voit très bien les yeux, leurs attitudes, leurs commentaires, et quand on va partir, ils essaient de vous s'offrir quelque chose en fruits qui sont à côté, et ça c'est très émouvant. C'est un beau métier. C'est un très beau métier. Qu'est-ce que vous auriez fait comme métier sinon ? Parce que vous êtes acharné quand même à toujours rester en contact avec les musées, quoi qu'il arrive. Oui, je pense que j'aurais fait toujours un métier en rapport avec les musées, le patrimoine. Un métier qui me passionne, c'est la régie des œuvres. Les régisseurs des œuvres sont en contact avec les œuvres, avec les musées fermés. C'est un peu le contraire de nous. Nous, on est en contact avec le public, on a la réaction du public, tandis qu'eux installent l'œuvre ou peuvent voyager avec l'œuvre lors d'un prêt.
et il doit faire les constats de l'état de conservation de l'œuvre lorsqu'elle arrive et lorsqu'elle part. Et je pense que c'est un métier passionnant aussi, mais plus intime, plus intimiste. Eh bien, merci. Merci à vous. Alors maintenant, on va aller voir une machine qui est très très différente de celle qu'on expose dans la première partie de l'exposition. C'est une machine de 1970. C'était Ma vie en rose. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce portrait sonore.